Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons un doyen qui a parcouru le Sénégal et qui connaît si bien le monde paysan. Il s'appelle El Hadj Madior Cissé, l'auteur de l'ouvrage Pour un autre développement. Monsieur Cissé, merci d'avoir accepté cette invitation. Pourquoi vous avez écrit cet ouvrage? C'est une réaction à une situation. J'ai suivi l'évolution du développement du Sénégal depuis 1959. J'ai assisté à toutes les réformes du Sénégal. La réforme du 13 janvier 1960, la réforme de 1964, la première réforme qui a divisé le pays en régions, en cercles et en arrondissements. C'est une réaction à un Sénégal colonial qui comprenait les provinces, les cantons et les cercles. En 1964, c'est la réforme qui a tenu à changer les noms. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de commandants de cercle, des préfets, pas de chefs de canton, c'est des chefs d'arrondissement. Alors j'ai suivi donc cette évolution. Et ce qui m'a surtout obligé à réaliser cet ouvrage, c'est que ceux qui nous dirigent actuellement sont nés après l'indépendance. Et ils sont nés avec l'acte 3, ce qu'ils appellent l'acte 3. Et si un acte correspond à une réforme, pour moi, l'acte 3 devient l'acte 5. Mais pour être en harmonie avec eux, je prends l'acte 3, qui est une révolution par rapport aux autres réformes. La deuxième région, c'est que le discours du président Sall, qui a pris pour référence la réforme de 1972, m'a obligé donc à écrire ce livre-là, qui est à la fois l'historique de l'évolution du développement et l'historique des différentes réformes. Voilà pourquoi j'ai écrit. C'est une réaction donc d'un ancien vagabond du développement, comme on nous appelait. Quand j'ai terminé d'écrire, ma fille a réagi pour être... c'est une réaction de la position de l'État par rapport à ceux qui, à l'aube de l'indépendance, ont tout donné à l'État, sans en contrepartie recevoir quelque chose de l'État. Donc cette génération, de cette génération, il ne reste presque personne. S'il y a 3 ou 5 personnes qui restent encore de cette génération, ils sont au crépuscule de leur vie. Donc, cet ouvrage est à la fois une réaction et un message. Voilà pourquoi j'ai écrit. Pour un autre développement, on a tendance à croire, lorsque l'on lit le titre, que vous proposez, en tout cas, vous semblez proposer une autre voie. Est-ce le cas? Oui, je propose une autre voie parce qu'il faut un autre développement. Parce que le développement qui nous a régis de 1960 à nos jours est un développement dont les racines de base sont tirées de quelques concepts coloniaux. Alors, en réaction de ça, je dis il faut changer de paradigme. J'aurais pu écrire changement de paradigme, l'acte 3 dans la dynamique du changement. Mais j'ai préféré utiliser systématiquement pour un autre développement. Voilà pourquoi j'ai proposé un schéma alternatif après la fin des paradoxes. Parce que le développement est teinté, le développement qui m'a obligé à réagir est un développement basé sur un certain nombre de paradoxes. Des paradoxes tirés du commandement territorial,
paradoxe tiré du système de planification, paradoxe tiré des relations de coopération entre les pays africains et les pays du Nord. Alors, j'ai donc fait au sein du livre un chapitre pour énumérer les paradoxes. Je n'ai rien oublié. C'est pourquoi j'ai réagi en disant que je ferai un deuxième tome qui serait relatif à la coopération et réduction des paradoxes. Voilà pourquoi vous avez bien fait de me poser cette question. C'est une réaction et une proposition de solution. Dans le chapitre 5, vous parliez des fondements de l'émergence, parce que sans doute vous avez repris les mêmes termes du président de la République, mais vous l'avez orienté sur, vous avez donné d'ailleurs vos orientations, les défis et les atouts. Aujourd'hui, si nous devions revenir sur les orientations qui doivent déterminer les fondements de l'émergence, ce serait quoi? Mais les gens se trompent souvent, parce que les fondements de l'émergence sont tirés des erreurs de l'évolution de 9 plans de développement successifs réalisés au Sénégal. Alors, on a l'impression que le plan de l'émergence est en train de vouloir corriger ce qui existait, mais sans pour autant le dire. On a pensé que la réalisation de la zone de Diamniadio, simplement, avec les structures qui y sont implantées, suffisent pour lancer l'émergence. Je crois que c'est une erreur. Parce que moi, je suis parti des outils et les concepts. Les outils et les concepts. Les outils, c'est les plans. Les concepts, c'est les réformes. La réforme foncière, le plan national d'aménagement du territoire, le code de l'urbanisme, constituent des ensembles qui auraient pu être liés dans une stratégie d'attaque. Mais il y a une dichotomie entre planification, aménagement du territoire, plan d'urbanisme. Il y a une dichotomie. Et cette dichotomie, projetée sur les schémas actuels, nous présente des schémas bloqués. Tous les schémas que j'ai analysés sont des schémas bloqués. Et si je suis parti de la proposition d'un schéma alternatif, c'est que je veux qu'on corrige ce qui existe. Le schéma alternatif exclut la région. L'acte 3 ne peut pas évoluer en dehors du système polaire du développement. Il faut un système polaire sur l'étendue du territoire. Pôle nord, sud, est, ouest, centre. Cela correspond à l'évolution de l'autoroute à péage qui partirait de Dakar en passant par Thiès vers Méké-Lompoul, Louga-Saint-Louis, Saint-Louis-Matam, Matam-Kédougou, Kédougou-Tamba, Tamba-Kaolack, Fatick, Dakar. Voilà la polarisation du développement que nous impose l'acte 3. Mais si on veut arrêter l'évolution de l'acte 3 à Diamniadio, on se trompe d'évolution. Diamniadio n'est pas le contrepoids de Dakar. Diamniadio est dans Dakar. Pour créer une zone de contrepoids qui ouvrirait la voie à l'émergence telle que le président le veut, selon mon point de vue, l'axe serait Méké-Lompoul au lieu de Diamniadio. La macrocéphalie, c'est-à-dire un corps, une grosse tête sur un corps minuscule, c'est ce qu'on remarque à Dakar. Dakar constitue 0,3% du territoire national. La densité démographique à Dakar est presque de 3800 habitants au kilomètre carré, contre 9 vers Tamba et 36
vers le fleuve. Il faut donc qu'il y ait une correction territoriale. Diamniadio est sur une terre qu'on appelle c'est une terre qui n'est pas apte à la réalisation des grandes infrastructures. C'est une, je ne sais pas comment on l'appelle encore dans notre jargon, je vais un peu oublier. 36% des terres du département de Rufisque, c'est des terres qui ne sont pas aptes à la réalisation des grandes infrastructures. Si on veut installer toutes les infrastructures là-bas, ça pose problème. À long terme, on va avoir des problèmes. Ce que vous dites, nous avons constaté que dernièrement, même à Diamniadio, dans cette zone-là, il y a même, paraît-il, des problèmes avec les nouveaux bâtiments. Oui. Est-ce que cela confirme en réalité ce que c'est ce qu'on appelle en matière d'aménagement rural les mornes gonflants. C'est des terres qui ressemblent à des éponges à l'intérieur. Et pour y construire, il faut dépenser plus que ce qu'on réalise au niveau de la superficie. Il faut retenir les terres. Alors on ne peut pas réaliser de grandes infrastructures sur des mornes gonflants. C'est des mornes gonflants. 36% de ces superficies, parmi lesquelles Diamniadio fait partie. Donc, Diamniadio ne saurait jouer un rôle de contrepartie. Si on veut accéder à l'émergence et à l'équité territoriale. Voilà pourquoi je réagis en disant que Diamniadio n'est pas la solution. Vous nous avez parlé également des atouts du Sénégal. Aujourd'hui, pour un autre développement, quels sont les atouts sur lesquels le Sénégal devrait pouvoir se reposer pour lancer son développement? Il y a un paradoxe. L'existence de 240 000 km² le long de la vallée, inculte, sur des terres aptes à la culture. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est une zone qui aurait pu régler tous les problèmes de l'alimentation. Le président dit, cultivons, mangeons ce que nous cultivons, cultivons ce que nous mangeons. Et les terres aptes de la vallée, 240 000 km, avec une jeunesse désœuvrée qui constitue près de 35 à 40% de la population, une armée de métiers en rapport avec ces jeunes désœuvrés formés dans les universités des métiers ou dans les centres des métiers aurait pu s'accaparer de ces terres pour la réalisation des cultures de rente, des cultures alimentaires. Exact. On peut faire du blé, on peut faire du riz, on peut faire du maïs, on peut faire du mil sur 240 000 hectares incultes. Voilà un paradoxe qui existe au niveau d'un pays où une partie de la population, à l'heure actuelle, est presque menacée de faim. Nous comptons sur des denrées que nous ne cultivons pas. En 1960 jusqu'en 1966, le Sénégal était autosuffisant en denrées alimentaires. Le Sénégal et le Mali. Le Sénégal et le Mali échangeaient du riz, du mil. Le riz était cultivé au Sénégal, sur les terres de la vallée avec la SDRS, la SAED. Aujourd'hui, nous comptons pour le riz, nous comptons sur les autres. Pour le blé, nous comptons sur les autres. Et même pour le mil, quelquefois, nous comptons sur les autres. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il faut revoir l'évolution du développement du Sénégal avec les atouts qui existent. Je ne parle pas du gaz et du pétrole. Je ne parle pas des potentialités insoupçonnées que renforce notre sol. Au-delà de ces ressources que vous avez citées, vous avez parlé de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la production animale, de l'aquaculture, de l'éducation, de la santé, de la culture, comme des atouts et des supports qui peuvent accompagner notre développement. Oui. Au regard de la situation qui se présente à nous, ici, dans notre pays,
On sent nettement que ces secteurs de plus en plus sont délaissés. C'est vrai que dernièrement, il y a un retour à la terre, mais quelle que soit la volonté, peut-être même, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui veulent retourner à la terre, mais qui manquent de moyens, qui n'ont pas de mesures d'accompagnement. En ce sens, qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, un pays qui rentre dans son 10e plan de développement, le plan est un axe d'anticipation. Nous aurions pu dépasser tous ces problèmes-là. Parce que les stratégies d'attaque devaient être supportées par des volontés politiques. Il y a un manque de volonté politique. Il y a également, dans les orientations du développement, l'impression que j'ai personnellement, tirée d'une longue expérience, moi je pensais que l'idéal était que toutes les opinions politiques au Sénégal devaient se parler, se concerter sur le plan des orientations politiques. À la réalisation du plan et dans les différentes commissions, pourquoi ne pas introduire à l'intérieur de ces commissions des techniciens, même s'ils ne sont pas des partis dominants. Le rôle, c'est d'apporter quelque chose à la réalisation du plan. Mais ne s'approprient du plan que ceux qui sont au parti dominant. Il y a une distorsion. Or, les stratégies d'attaque doivent être des stratégies globales tirées de l'expérience de chaque Sénégalais, de chaque technicien sénégalais. Mais ce n'est pas le cas. Les stratégies, les orientations sont les stratégies et les orientations du parti dominant. Or, il y a combien de sensibilités politiques au Sénégal? Or, au sein du plan, les sensibilités politiques devaient apparaître. Les partis politiques au Sénégal ne doivent pas rejeter tout le plan. Quand un parti s'identifie au plan, même s'il n'est pas avec le parti dominant, il va se dire, écoutez, quand on faisait les orientations de tel secteur, voilà ce que j'avais proposé. Il serait obligé d'être partant. Et ce n'est pas le cas. Ce que le Sénégal doit faire, c'est de revoir ses orientations. Les orientations du PSE. Essayer de réunir, de s'approprier des acquis de la recherche dans les différents instituts. Créer des universités de métiers, des centres de formation, impliquer l'armée et la jeunesse dans la réalisation des grandes superficies de la vallée. Le génie de l'armée est composé d'officiers qui sont des ingénieurs du génie. Les jeunes formés, encadrés par l'armée, au niveau des terres de la vallée, peuvent nous aider à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Vous avez parlé également de l'acte 3 de la décentralisation avec les institutions décentralisées. Vous avez parlé de l'acte 3 et l'équité sociale. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle de l'équité territoriale quand on sait qu'il y a beaucoup de programmes de construction, voilà, d'infrastructures qui sont aujourd'hui concentrées dans les grandes villes. Il n'y a pas d'équité territoriale. Que devient la région, vous l'avez dit, quelle administration pour le développement? Qu'apporte aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation dans ce processus de décentralisation ou bien ce processus d'institution décentralisée? Pour moi, l'acte 3 doit être le noyau central. Ça doit être le nerf de la guerre. Parce que les différentes réformes ont abouti aux disparités régionales. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, chacun tire vers sa région. Chacun tire vers sa région. Les gens, ce que j'attendais, c'est de voir un député du Sénégal oriental, de Tamba, défendre des programmes pour la région du Diourbel, en disant que tel projet, au lieu d'être implanté à Tamba, aurait sa place à Diourbel. Mais ce n'est pas le cas.
chacun tire vers son côté. Et ça crée des disparités régionales. Exact. Si le chef du parti dominant devient président de la République, Premier ministre, il a tendance à tout ravaler vers sa région. Et ceci crée le déséquilibre territorial avec ses effets néfastes. Il faut donc, l'acte 3 permet l'équité sociale, la territorialisation des politiques publiques et la réalisation de la double planification, planification nationale et planification polaire. Moi, je propose la suppression des régions. Je vais même jusqu'à proposer la suppression des postes de gouverneurs, de préfets, et de réaliser, de les maintenir. Mais en changeant le nom, le gouverneur devient un contrôle de la légalité des actes, à côté d'un système judiciaire décentralisé. Le gouverneur est là pour créer des équilibres. Mais il ne serait pas dans son palais. Le palais pourrait être occupé par le président du conseil départemental. Le maire, au lieu d'avoir une emprise sur sa terre, le maire n'a aucune emprise sur sa terre. Prenez le cas avant-hier, la réalisation à Dakar sur la corniche est de certains projets ne sont pas, c'est des projets nationaux. Quoique nationaux, devaient impliquer la commune de Dakar. Oui. Parce qu'implanté dans la commune. Exact. Alors, de tels actes ne permettent pas la réalisation de l'équilibre territorial. Ça nous permet même de rebondir dessus. Est-ce que souvent également les questions, les tensions politiques parfois ne servent pas, ne posent pas d'obstacles aujourd'hui même à ce projet de développement? Parce que comme vous l'avez dit, nous avons vu ce qui se passe à Dakar. Peut-être même on aurait en tout cas demandé à la commune de Dakar de participer à la réflexion pour voir ce que Dakar sera, mais parce que peut-être celui qui est à Dakar, il est maire de Dakar, il est de l'opposition et que le pouvoir dominant aussi reste ce qu'il est. Est-ce que cette tension également ne pose pas problème pour aujourd'hui booster notre développement? Je vais vous citer un cas pratique. Quand Khalifa Sall était maire de Dakar, il a eu maille à partir avec un ministre sur l'implantation de l'aménagement de la place de l'Indépendance. Exact. Le maire a réagi en lui disant « Vous n'avez pas à réaliser quoi que ce soit sans mon consentement. Nous devons essayer de nous concerter. » Donc, voilà le tiraillement entre un organe gouvernemental et un organe décentralisé. Alors que c'est des gens qui devaient se parler, se concerter pour la réalisation de ce plan d'aménagement au niveau de la commune. Donc, de telles choses ne favorisent pas l'équité territoriale. Or, l'acte 3, en créant la communalisation universelle, donne aux maires la possibilité d'avoir mainmise sur leur région. Mais il faut que ça soit, il faut que le code soit revu. Il faut qu'il y ait une loi qui replace les maires dans leur rôle. Le maire élu au suffrage universel ne peut pas être au-dessus de quelqu'un qui est nommé. Alors l'acte 3 permet de réaliser tout ça. Mais il faut une volonté politique. Exact. Si ceux qui nous dirigent ne veulent pas le faire, mais il n'y aura jamais de l'équité territoriale. Or, l'acte 3 ouvre la voie vers l'équité territoriale. Vous avez parlé de la création de pôles, sans doute des pôles de développement. Comment percevez-vous aujourd'hui l'existence de ces pôles? Écoutez, en 1980, j'ai soutenu une thèse à l'université de Varsovie, à l'école centrale de planification des statistiques de Varsovie, sur la comparaison du système de développement Sénégal-Pologne. J'ai été séduit par la réalisation par les techniciens polonais de ce qu'on appelle la polarisation
la concentration polycentrique modérée. Concentration polycentrique modérée est un concept qui lutte contre le déséquilibre territorial. Exact. Alors, au Sénégal, moi je ne vois pas l'évolution des régions. En France même, on ne parle plus de région, on parle de département. Parce que c'est une réalité. Tout ce qui approche, les structures qui rapprochent les populations à l'État, freine l'administration administrante. On pense que tout se règle par l'administration, il faut avoir tel acte, ainsi de suite. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. On me signale que c'est la fin de l'émission. Ouais. Nous avions que 26 minutes, mais nous aurions tellement aimé continuer parce que c'est un livre vraiment très intéressant avec énormément d'expertise. On l'y sent. C'est un plaisir. Sans doute, on est en train de préparer d'autres activités d'émission, soit ici, soit dans les télévisions, dans les médias privés en tout cas. Merci en tout cas d'avoir été là. Je voudrais, avant que vous dire une chose, il y a une semaine, des étudiants ont acheté ces livres-là ici. Ils sont venus chez moi, je n'avais pas le temps. Et puis je le regrette beaucoup. Ils voulaient s'entretenir avec moi. Chacun avait des tas de questions à poser. C'est pourquoi j'ai réagi en disant en Senghane à M. Diallo, moi je suis disposé à aller à l'université pour développer le schéma alternatif pour montrer la dynamique de l'acte 3. Ils ont tous dit, écoutez, M. Cissé, nous allons tout faire pour que ça réussisse. Mais recevez-nous, nous avons des questions à vous poser. Mais ils étaient très nombreux. Et je n'étais pas en forme. Vous voyez. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de questions que j'ai touchées sans les développer. C'est pourquoi on a parlé du volume 2. C'est excellent. Sans doute, le responsable de la communication de l'Harmattan Sénégal pourrait organiser cet échange avec les étudiants, si toutefois ils arrivent à avoir leur contact. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous prochainement. Merci.